Salut YouTube! Petit article qui me semblait très intéressant que tu pourras retrouver sur The Conversation. Donc je mettrai le lien en note en dessous. Un article qui s'appelle « Faut-il arrêter de croire en la culture pour la sauver ?» Et en tant qu'historienne de l'art, c'est un article qui m'intéresse beaucoup, comme tu peux l'imaginer. Parce que notamment ça touche à des problématiques de création, de contenu culturel, le public, enfin les publics, comment on fait tout ça. L'auteur, c'est Fabrice Raffin, maître de conférence à l'université de Picardie, Jules Verne, un Picard. C'est Amiens. Et donc, il est chercheur au laboratoire Habiter le Monde. Je ne connaissais pas du tout ce laboratoire. Alors, le secteur culturel se trouve aujourd'hui pris en étau. D'un côté, les attaques se multiplient, restrictions budgétaires, controverses autour d'un élitisme supposé, accusations de déconnexion ou de coûts excessifs. De l'autre, les acteurs du secteur, malgré leur engagement, peinent à regarder leur situation avec lucidité. Une grande partie de la population demeure à distance de l'offre culturelle, tandis que beaucoup d'institutions continuent d'agir comme si leurs propositions s'adressaient à tout le monde. Et ça, voilà, ça c'est une très bonne introduction, je trouve, parce que effectivement, les restrictions budgétaires, les coupes dans les subventions, on a d'ailleurs vu là encore récemment, vous avez peut-être vu passer cette info incroyable, mais d'un gigantisme, d'un point de vue bêtise vraiment incroyable, où on avait un député RN qui a estimé qu'il fallait arrêter de subventionner un festival parce que le terme trans était dedans. Alors que il y a deux choses là. C'est pas du tout en lien avec ça. Bon, voilà. Et quand bien même, si c'est en lien avec ça, mais on s'en fout. Voilà. Bref, en tout cas, l'idée là, c'est qu'on a énormément de coupes budgétaires. Dites-vous qu'il y a une région, je crois que c'est département Val-de-Loire, coupure de budget de plus de 50%. Je crois que c'est de plus de 60% le budget de la culture, culture qui a été coupée. Donc dites-vous, tout ce qui va être associatif, les actions, peu importe le secteur, culture, musique, théâtre, cinéma, etc. Voilà, paf, coupure dans le budget. Et c'est vraiment un phénomène qui est pour le coup donc national, qui, en France, qui est assez dramatique. Controverse autour d'un élitisme supposé. Effectivement, pourquoi on a aussi des coupes budgétaires ? Dites-vous que en France, le financement culturel, en gros, n'est pas estimé comme étant quelque chose de nécessaire. Je veux dire, inscrit d'un point de vue légal. En gros, c'est en fonction du bon vouloir des politiques, des élus. Okay ? Et du coup, les élus, malheureusement, très souvent, il y a des frictions, il y a des tensions entre eux. Et ça a une incidence vraiment dramatique sur ça, parce que vous avez des personnes qui vont estimer qu'il y a des spectacles, qu'il y a des musées, des actions culturelles qui sont jugées comme étant inutiles. D'autres vont dire, ouais, mais non, mais ça, c'est un élitisme, woke, etc. D'autres vont estimer, non, mais ça, c'est pas bien, c'est trop intellectuel, c'est trop bizarre, donc on va pas les subventionner. Donc il y a aussi ça, il y a la part de ce que les personnalités politiques dans les différentes régions françaises, donc là on reste en France, ce qu'elles estiment être de la culture ou pas, donc leur propre considération, et en plus de nouveau, elles se prennent la gueule, très souvent, entre elles. Accusation de déconnexion et de coûts excessifs, donc de la même manière, oui, vous faites des choses pour la culture, mais ça correspond pas à ce que le public veut, enfin bon, voilà, énormément d'interprétation. Et de l'autre, donc, effectivement, les gens qui essaient de faire les choses comme il faut, les institutions culturelles, malheureusement, elles ont parfois ce manque de vision, ce manque de compréhension de la réalité des publics. Ils essayent de faire des choses, mais parfois ça ne fonctionne pas parce qu'ils n'ont pas bien compris
parce qu'ils pensent qu'on doit s'adresser à tout le monde. Sauf que le à tout le monde, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le grand public n'existe pas. On est sur des publics. Voilà. Je reprends ma lecture. Les difficultés que rencontre le milieu culturel sont parfois évoquées par les acteurs du secteur culturel, mais aussitôt amorties par des formules qui neutralisent leur portée. L'argument du manque de moyens est souvent présenté comme une explication suffisante, comme si l'énoncé résolvait le problème. L'échec de la démocratisation culturelle est constaté, mais compensé par des « j'ai envie d'y croire » ou « j'ai le droit d'être idéaliste ». Autant de manières de maintenir un récit devenu fragile. Dans ces moments, la croyance tient lieu d'analyse et empêche d'examiner les causes structurelles des tensions actuelles. Or, ces causes ne tiennent pas uniquement au contexte budgétaire ou politique. Elles sont aussi liées à la persistance de 3 idées fausses qui continuent de structurer le secteur et d'orienter la manière dont la culture se raconte à elle-même, selon une croyance magico-lyrique, disait Jean Caunes. Alors, voilà, donc une partie de la population n'aurait pas accès à la culture. Cette affirmation repose sur une définition restrictive qui identifie la culture aux œuvres reconnues par l'histoire de l'art et par les institutions. Vu sous cet angle, une partie du public apparaît effectivement éloignée. Mais si l'on envisage la culture à partir des expériences esthétiques vécues que chacun d'entre nous peut vivre, même hors institution, le constat change. L'expérience du beau, de l'émotion, existe partout, dans tous les milieux sociaux, mais elle s'appuie sur des pratiques et des sociabilités différentes. Les formes institutionnelles ne sont qu'une partie de ce paysage. Les pratiques culturelles de nombreux Français relèvent de moments festifs, de loisirs expressifs, de pratiques variées où l'artistique se mêle au plaisir et à la relation aux autres. On parle bien de culture, néanmoins parce que ces moments sont tous structurés autour d'une expérience esthétique qui mobilise des formes artistiques, même si elles ne correspondent pas au canon de l'histoire de l'art. Dire que certains n'ont pas accès revient à confondre absence de fréquentation des institutions et absence de pratiques culturelles et à invisibiliser des pratiques bien réelles, mais non reconnues comme telles. Donc effectivement, on a tendance à confondre tout ça, à se dire que en fait là, la problématique pour les musées et autres, c'est que les gens y vont peut-être de moins en moins. Ça, c'est là la problématique, savoir pourquoi. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de la peinture chez eux, de la musique, de l'écriture, ou de regarder des choses, des documentaires ou autres. Il existe des œuvres universelles. Ce deuxième postulat, encore solidement ancré, suppose que certaines formes artistiques possèdent une valeur évidente pour tous. Il continue de guider de nombreuses programmations et une part majeure du financement public. Pourtant, dans la réalité, ces œuvres suscitent souvent indifférence, évitement, voire répulsion chez une large partie de la population. Non seulement parce que les publics seraient insuffisamment éduqués, mais parce que ces œuvres appartiennent à un univers symbolique particulier, façonné par des groupes sociaux précis. En premier lieu, les professionnels de la culture identifiés aux classes supérieures. Parce que oui, surtout qu'on a un héritage gréco-romain dans l'histoire de l'art occidental qui a cette tendance à mettre de côté toute autre forme artistique qui viennent de cultures variées. Voilà, parce qu'on a cet héritage-là comme un truc plombant. Et en plus, pour certaines personnes, c'est supposé que, je sais pas, par exemple, les personnes qui habitent à La Réunion, qu'on leur dit oui, ton héritage, c'est l'histoire gréco-romaine. Ouais, t'es sûr? Ou toutes les personnes qui sont aussi nées en France et potentiellement qui ont des parents qui sont d'autres cultures, leur dire ça aussi, mais en fait, ouais, enfin non, la culture c'est beaucoup plus vaste que ça en fait. C'est
Enfin, il y a cette forme de positionnement de la culture occidentale, en plus, bah, on va dire, pour faire simple, on va dire monothéiste, hein, enfin l'aspect du grand livre, hein, chrétienne, catholique, etc., sur le territoire français, enfin du moins la métropole, parce que ça, on va penser que c'est dans toutes les autres régions françaises. Voilà, enfin, on a cette impression-là que, bah, en fait, mais pas du tout. Ah, le colonialisme, mais bien évidemment, tout à fait. Leur présentation comme universelle sert alors de justification à une hiérarchie esthétique qui ne dit pas son nom. En gros, voilà, l'art des blancs pour les blancs serait en haut, voilà. Et le reste, voilà. Le parisianisme. Oh, en plus, oui, tout à fait, le parisianisme par rapport, tout à fait, par rapport à tout ce qui va être aussi culture traditionnelle dans d'autres, dans certaines régions, enfin, dans les différentes régions, tout à fait. On est tous français, oui, mais pas pareil, frère. C'est ça. Malgré des évolutions avec les droits culturels, elle permet de financer majoritairement des formes consacrées tout en reléguant au second plan les pratiques festives, vernaculaires, relationnelles ou populaires, pourtant largement partagées. L'erreur consiste à prendre un goût particulier, celui des élites culturelles, pour une norme collective et à imposer cette norme au nom de l'intérêt général. Cette confusion empêche de reconnaître qu'il existe dans la société plusieurs régimes légitimes de culture. Certains, ceux des professionnels, reposent sur la contemplation artistique, d'autres sur l'hédonisme et le plaisir, d'autres encore sur l'intérêt relationnel et la dimension sociale de la pratique. Les traiter comme secondaires ou non culturels revient à nier la diversité des expériences esthétiques qui structurent aujourd'hui les usages culturels réels. Donc en effet, moi je voyais ça déjà d'un point de vue, on va dire, histoire, héritage, type de culture. Et là en plus, là dans l'article, l'idée c'est de dire aussi qu'il y a plusieurs manières d'appréhender la culture, plusieurs pratiques. La culture crée du lien social. Et ça devrait. Cette croyance est devenue un réflexe défensif. Si la culture produit du lien, elle serait légitime par principe. Pourtant, la culture engage des identités, des manières de se situer, des frontières symboliques. Dire ce que l'on pratique ou ce que l'on apprécie revient à exprimer une appartenance, parfois une prise de distance. Une même pratique peut rapprocher certains individus et groupes sociaux et tenir d'autres à l'écart. Le lien qui en découle est donc variable, parfois fragile, parfois conflictuel, loin de l'image d'un ciment social universel. Ainsi, les formes culturelles qui véhiculent des messages politiques, comme certains textes de rap, ne créent pas l'adhésion des personnes qui font l'objet de leurs critiques, voire de leurs invectives, par exemple envers les policiers. Le lien qui s'établit entre ces derniers et de jeunes chanteurs, certes social, est surtout conflictuel. Créer du lien, genre on tape la discussion dans un musée. On devrait pouvoir discuter dans un musée. Ça devrait pas être forcément un lieu de silence pesant, où on n'est que face à une admiration silencieuse devant une œuvre. Si tu as envie tout d'un coup de chanter parce qu'une œuvre t'incite à vouloir chanter, tu devrais, ou discuter avec quelqu'un, les gosses qui courent partout, qui crient, mais voilà, un lieu de vie en fait, un lieu où tout le monde est le bienvenu, et tout le monde peut exprimer, dire des choses, ou ressentir sa pratique, sa compréhension du monde, sa compréhension d'une œuvre comme elle l'entend, quoi. Mais bon, c'est mon côté idéaliste. Cette croyance a un autre effet plus discret. Elle évite d'examiner ce que financent réellement les politiques publiques. Ah! L'argent public ne soutient pas toutes les pratiques culturelles, mais un ensemble restreint de formes considérées comme légitimes. En fait, légitime, je crois qu'il veut dire blanc. Blanc, voilà, retenez ça. Les pratiques festives, quotidiennes ou relationnelles, pourtant largement partagées, demeurent marginales dans les arbitrages. De même sont exclus des financements des formes artistiques qui seraient trop politisées ou revendicatives.
En découle également un formatage de l'offre artistique institutionnelle. En recherchant un lien consensuel, les productions deviennent policées, ni trop expérimentales, ni trop politiques, sans exubérance surtout. En gros, l'idée, c'est de pas, voilà, foutre le bordel. Non, mais en gros, l'idée, c'est voilà, quelque chose qui va être policé, de mettre en avant des créations qui ne vont pas vraiment contester, pardon, je sais pas, des questions importantes, des situations préoccupantes, ou des personnalités politiques ou célèbres importantes. Voilà. Je crois que là, à l'heure actuelle, l'une des personnes qui prend ça en pleine tronche à l'heure actuelle n'est autre... Enfin, vous avez Blanche Gardin qui, en ce moment, subit quelque chose de vraiment dégueulasse par rapport à ses prises de position. Euh, voilà. J'ai pas d'autres mots. Parce qu'on recherche justement des gens qui vont critiquer sans trop critiquer. En gros, il va y avoir quelque chose à ne pas franchir, une limite à ne pas franchir. En invoquant un lien social supposé, on contourne la question essentielle. Quelles cultures sont effectivement soutenues, avec quelles attentes, lesquelles restent en marge et pour quel public? L'ensemble de ces croyances rassurantes a longtemps protégé la politique culturelle de ces angles morts. Elles ne suffisent plus. La situation actuelle exige d'autres repères. Reconnaître la diversité des pratiques, comme le font déjà certaines collectivités territoriales. Admettre les hiérarchies existantes. Assumer les choix que produit l'argent public. La culture n'a pas besoin de récits unifiants, mais d'un diagnostic lucide. C'est seulement en clarifiant ce qui est soutenu, pour quel motif et au bénéfice de qui, que la politique culturelle pourra se réinventer et répondre aux attentes d'une société plus diverse qu'elle ne l'a jamais été. La subversion devient codifiée et canalisée, ouais. Pour avoir le droit de rester sous la lumière. Oui, c'est un peu ça, oui. Et encore, hein, là, tu as des... Donc, article très intéressant. Et encore, là tu vois, par exemple, j'ai vu que l'autre agresseur, là, et je suis très gentille, là, dans ma prise de parole, l'humoriste, là, je suis contente de voir que il ne fait plus sale comble. Enfin, que là, les places ne se vendent plus parce qu'il y a eu appropriation du débat par tout un tas de collectifs de personnes qui manifestaient, qui ont retransmis la parole, etc. Et voilà, donc... oui, c'est Habitant son nom à celui-là. Là. Et du coup, bah voilà. Bien fait pour... J'espère qu'il ne touchera plus un rond de ses recettes. Oui, Harry Caca. Oui, c'est ça, c'est Harry Caca. Ça lui va très très bien. Voilà. Donc c'est pour ça. Ouais, et ça c'est bien. Il va avoir de moins en moins de dates parce qu'il fait moins en moins de ventes. Et c'est ça qu'on veut. On veut des gens qui empêchent ce genre de personnalité toxique, au-delà du fait d'être des agresseurs, en plus qui osent cracher sur les personnes. Oui, je te pardonne. Voilà, pardon, excusez-moi. Je vais. Bref, donc c'est bien que le public montre son désaccord avec ça. Et c'est ça aussi que doivent prendre en compte les institutions culturelles, qu'elles ne sont pas dans des tours d'ivoire et qu'elles ont des missions universelles de connexion avec le monde et de connexion avec les publics. Et c'est pas juste le public qui l'arrange, le public qu'on met dans des cases assez faciles parce que c'est toujours comme ça qu'on a fait le monde des musées ou autres. Non. Non, non, non. Le monde évolue. Et après, c'est important. Enfin, en gros, on va pas se plaindre que les gens viennent pas au musée s'il n'y a rien qui est fait pour ces différents types de publics pour les musées. Ah bon, t'avais pas ça, l'info du je te pardonne? Si, si, c'est en partie d'ailleurs ça qui a remis un petit peu, et heureusement, de l'huile sur le feu. Il a évoqué le fait qu'il lui pardonne. Voilà, il lui pardonne. Il est gentil, il lui pardonne. Bref.
Donc c'était un article super intéressant. Faut-il arrêter de croire en la culture pour la sauver? Au final, c'est une question vraiment, voilà. Une question waouh, une question un petit peu provoque. En tout cas, oui, la culture a besoin, en tout cas pour moi, de se... Je dirais pas forcément de se redéfinir, mais de penser autrement, enfin ce qu'elle peut apporter avec ses publics et dont en discuter avec, enfin vraiment d'intégrer en tout cas les publics dans son dispositif, enfin dans ses dispositifs et de co-créer avec ces publics-là. À bientôt YouTube pour un prochain article.